Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de la mi-journée à la une de l'actualité de ce dimanche. Les sangs continuent de couler dans le Grand Kivu. 53 cas d'assassinats et des exécutions sommaires sont signalés dans la période allant de 17 au 27 mars, soit 10 jours seulement. Durant cette même période, plusieurs cas de viols, pillages, tortures corporelles sont enregistrés, pas seulement, mais aussi des recrutements forcés de jeunes et enfants au sein des groupes armés. Des chiffres contenus dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur. Le détail dans un instant. Et enfin, la masculinité positive. Ce slogan n'est pas trop connu du public. Certains Quinois interrogés dans la rue ignorent encore l'existence de ces concepts qui sera célébré pour la toute première fois en RDC demain, lundi 31 mars. De quoi s'agit-il précisément? Certains experts ont tenté d'apporter plus de lumière. Vous les entendrez dans l'unique dossier de ce journal. Un dossier à suivre dans la seconde partie de ce journal, essentiellement magazine, mais place d'abord à l'actualité des dernières minutes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale, la radio-télévision nationale congolaise. Les éléments UPDF et le FARDC en harmonie parfaite au camp Roi-Para en Ituri, constat fait par le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements lors de sa descente sur le terrain. Il a aussi pour l'occasion appelé tous les groupes armés à déposer les armes sans aucune condition. Regardez. C'est dans ces camps Roi-Para, visités par les chefs d'état-major général adjoints des FARDC en charge des opérations et renseignements, que les éléments UPDF campent. Ici, les deux armées vivent dans une harmonie parfaite, se sont réjouis les commandants de ces deux armées en opération conjointe. Ce que nous sommes venus vous dire, vous le faites déjà. On ne peut pas forcer une porte déjà ouverte. Travaillons ensemble pour l'intérêt de nos deux pays. Partageons ensemble les repas quand on en a. Occasion encore pour le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, présent lors de cette visite, d'inviter les groupes armés à déposer les armes, et c'est là sans condition. Un message que nous lançons à tous les groupes armés hostiles au processus de paix, représentant du chef d'état-major général, lorsqu'il est venu pour sa première intervention, il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de désarmement et démobilisation de PDDRCS. Et tous les groupes armés qui continuent à endeuiller la population, de s'attaquer à la population. Et donc les deux forces amies vont les traquer, les neutraliser et le mettre hors d'état de nuire. Notons qu'une grande réunion d'harmonisation de la mutualisation des forces a eu lieu avant cette visite au gouvernorat de la province de l'Ituri. Objectif, en finir complètement avec ceux qui portent délibérément le malheur au peuple iturien. Je le dis au sommaire, le sang continue d'écouler dans le Grand Kivu. 73 cas d'assassinats et des exécutions sommaires sont signalés dans la période allant du 17 mars au 27 mars, soit 10 jours seulement. Durant cette même période, plusieurs cas de viols, de pillages, tortures corporelles sont enregistrés, pas seulement, mais aussi des recrutements forcés des jeunes et enfants au sein du groupe terroriste M23. Des chiffres contenus dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informent l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs persistent dans les actes de violation de l'intégrité du territoire national, des assassinats, des tortures, viols, pillages, dont les plus récents sont actes d'épuration ethnique avec installation des centaines de familles rwandaises dans les zones sous occupation, précisément dans les chefferies de Baoundé et Bachali, en territoire de Massissi, les chefferies de Bouicha et Bouito en territoire de Rutshuru et dans la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Ces plans criminels est suivi par une occupation illégale des terres des autochtones. 73 cas d'assassinats et exécutions sommaires, 112 cas de torture corporelle et plusieurs disparus, ainsi que des cas de viol et recrutement forcé des jeunes, parmi eux les enfants, dans la période allant du 17 au 27 mars 2025. Poursuite de la mise en place d'une administration parallèle dont la célébration de mariage, nomination des animateurs dans des entités territoriales, la création d'une CADECO parallèle et nomination des animateurs.
et aussi renforcement de militaires rwandais sur les axes Masisi et Walikale, au nord Kivu et Bukavu, Nyangezi, les hauts plateaux des Fizi dans le sud Kivu, la spoliation des immeubles et patrimoine de l'État. Ces faits, cités si haut, qui s'ajoutent à plusieurs autres, constitue une violation flagrante des instruments internationaux comme la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et la résolution 2773/2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue à documenter ces graves violations perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC afin que la justice soit faite à Kinshasa le 29 mars 2025, communiqué signé Chabani Louko Biango, Jacques Men. Le président du Sénat de retour au pays, Jean-Michel Sama-Lukonde, était en tournée européenne. Sur place, il est allé faire pression au Parlement européen afin d'appliquer la grande résolution des Nations Unies 2773. Jean-Michel Kalenga nous explique. La délégation du Sénat de la République démocratique du Congo, conduite par son président Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a bouclé avec succès sa mission européenne des suivis de la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions contre le Rwanda et ce supplétif du M23 AFC. Ce périple s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire qui a conduit les sénateurs congolais tour à tour à Paris en France et à Bruxelles en Belgique. Au cours de cette mission, des rencontres de haut niveau ont eu lieu sous l'angle du lobbying et des sensibilisations. La députée européenne et coprésidente de la délégation Afrique-Europe, Ide Votmans, a rassuré du soutien de l'Union européenne à la République démocratique du Congo. Nous devons être conscients que les bonnes intentions européennes ne suffisent pas. Sans acte, l'engagement européen sur l'Afrique reste superficiel. C'est pourquoi la diplomatie parlementaire est essentielle. Pousser les dirigeants européens et nos États membres de passer de la parole aux actes. La sénatrice belge d'origine congolaise, Marie-Claire Vumbi, s'est exprimée à son tour. C'est la première fois en 30 ans que la Belgique a une position aussi ferme. Il y a le principe de la souveraineté, il y a le principe du respect de l'intégrité territoriale. On avance. S'exprimant au terme de cette mission, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde, est revenu sur les grandes lignes de ce périple de haute portée diplomatique aux côtés des efforts que ne cesse de fournir le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avions des rencontres importantes, d'abord avec l'Union européenne, sur le suivi des sanctions qui ont été prises, notamment visant des personnalités rwandaises, des sociétés, mais également des membres du M23. Avec toutes ces personnalités de haut niveau, il y a eu un moment d'échange des cadeaux, que ce soit au Parlement européen qu'au Sénat belge. Le président du Sénat belge a remis à son homologue congolais un marteau de commandement pour présider le débat au Sénat. 6e jour hier des consultations politiques nationales pour la formation du gouvernement d'union nationale. Les coordonnateurs d'EOA Zalendo, Justin Bitapuira, le membre du regroupement politique MPUNS, UN et ABG et autres personnalités politiques ont défilé au bureau du conseil spécial du chef de l'État en charge des sécurités, Eberhard Kolongele. Tous saluent l'avènement d'un nouveau gouvernement, dit gouvernement de mission pour mettre fin à la guerre de l'Est. D'autres détails avec Patience Mboyo et Joséphine Lyoto. L'intégrité territoriale, la taille du gouvernement d'union nationale sont là quelques points que les chefs des regroupements des partis politiques ont évoqués après avoir été reçus par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Kashmi Kolongele. Tous sont déterminés pour la République démocratique du Congo retrouve sa paix et à mettre les ennemis hors du territoire national. Nos discussions ont porté sur la situation que traverse le pays pour le moment, aussi sur la formation du gouvernement d'union nationale. Nous avons tout d'abord réitéré notre confiance et notre soutien
au chef de l'État. Et c'est comme ça qu'AV s'est présenté aujourd'hui pour appuyer le chef de l'État dans cette démarche de la recherche de la cohésion nationale et aussi comment nous pouvons trouver la solution aux problèmes que vit notre pays actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Quand une maison brûle, on ne s'attarde pas à avoir des réunions de famille qui peuvent se tenir aussi, mais on cherche d'abord à éteindre le feu. La souveraineté nationale n'est pas discutable. Nous sommes mis d'accord sur plusieurs principes qui entourent la formation de ce gouvernement en donnant notre position sur un gouvernement, bien entendu de large union nationale, mais un gouvernement de mission qui doit terminer la guerre à l'Est. Nous avons répondu à cet appel pour connaître le chef de l'État, à former ce que j'appellerai aujourd'hui les léopards politiques et diplomatiques pour faire face à la menace. D'abord, libérer les partis occupés et ensuite développer le pays. La cohésion nationale, c'est pour répondre à l'impératif du moment. L'impératif du moment, c'est quoi? C'est la gestion de la guerre. Parce que pour bien gérer la guerre, nous devons être tous unis. Parlant du gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui se compose au moment spécial. Nous sommes en pleine guerre. On a besoin de personnalités qui peuvent quand même apporter un plus par rapport à ce qu'on a vécu, afin qu'aussi, de manière aussi que ceux qui nous agressent sentent qu'en face d'eux, il y a un gouvernement qui est là juste pour mettre fin à cette guerre. Très motivé pour remplir la tâche que le chef de l'État lui a confiée, Désiré Kashmir Kolongele poursuit les consultations politiques avec abnégation. La ville de Kinshasa a vibré de colère hier. Les femmes de Réseau Solidaire International, toutes des blancs vêtus et drapés en main, vous le verrez sur les images, étaient dans la rue pour une marche de colère pour dire non à l'agression rwandaise et aussi soutenir le FARDC, marche à laquelle était aussi associée la première ministre Judith Suminwa. Chimendondre était sur place. De blancs vêtus, drapelés et banderoles à main. La première ministre Judith Suminwa Tuluka en première ligne dans la marche pacifique organisée ce samedi par le réseau de femmes solidaires internationales dans le but de soutenir le FARDC et dire non à l'agression dans la partie est de la RDC. Les femmes des différentes couches sociales ont arpenté le boulevard du 30 juin d'un pas décisif afin de dire stop aux violences et d'autres atrocités orchestrées par l'armée rwandaise. Tolembi Bitumba, Tolembi désordre Namboka Nabiso. Nous sommes fatigués de la guerre dans notre pays. La RDC est notre héritage, légué par nos ancêtres. Les Lotolobi, ça suffit Tolingi, une seule chose, la paix. La présidente du réseau de femmes solidaires internationales, Lena Pembe, a remercié la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour son implication à la réussite de la dite marche. Merci Mingi Lokola, Boyoka qui appelle Nabiso Pe Botelemi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. L'objectif de notre marche, nous voulons la paix dans notre pays. Ce sont les mamans qui donnent la vie. Voilà, ici à Kinshasa, nous sommes solidaires avec nos compatriotes de l'Est de la RDC. On est des cœurs avec ceux qui souffrent. L'exécutif central multiplie les efforts pour soutenir le fort de guerre. Judith Suminwa Tuluka a ensuite lancé un appel à l'unité et à la cohésion nationale. Les jeunes de la province du Lualaba ont pris le ferme engagement de lutter contre la corruption. Engagement pris au cours d'une conférence sur la lutte contre la corruption et l'éveil patriotique qui se tient sur place à Kolwezi. D'autres détails avec nos envoyés spéciaux, c'est Okina et Siandemaka. Quand la jeunesse prend l'engagement de lutter contre la corruption, c'est toute une nation qui intègre l'approche développement dans son ADN. En participant dans cette conférence, je vais tout simplement d'abord adresser et dire à mes jeunes qui voient la corruption près d'eux de dénoncer cela. La conférence sur la lutte contre la corruption à Kolwezi dans le Lualaba, sur initiative du gouvernement central, a été donc ce déclic dans la lutte contre ces fléaux. La corruption
et la sœur jumelle du détournement a signifié devant l'assistance la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, avant d'appeler les jeunes de sa province à prendre leur destin en main. Dans la logique de la prise de parole à la tribune, l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Ieleza, est revenu sur le rôle de l'IGF et son champ d'action. Cérémonie ponctuée par des intermèdes de messages de sensibilisation des artistes comédiens des renom. Jules Alinguetekei, inspecteur général des finances, chef des services, s'est lui apaisanti sur le contexte et les progrès accomplis dans la lutte contre la corruption sous la houlette du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nos experts qui sont venus en préparation de cette conférence ont donc cette responsabilité de matérialiser cette option de la création de cercles de jeunes engagés dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance au Lualaba, qui sera le relais des messages du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique et de l'Inspection générale des finances. Pour la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aeganagato, le patriotisme n'est pas une option, mais un devoir, a-t-elle renchéri. La République démocratique du Congo a égrené 15 places selon les rapports de Transparency International, ce qui prouve à suffisance qu'il y a des efforts qui ont été consentis pour que la transparence, mais aussi la lutte contre la criminalité financière, contre la contrebande, tout ce qui est détournement, soit réellement effectif. Depuis la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, Cédric Kenina et Sian Demaka pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Eh bien, nous entamons déjà la seconde partie de cette édition essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambe Somoué, revient sur le dernier conseil des ministres présidé par Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État aussi au cours de cette même semaine discute avec le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, sur sa mission parlementaire en Europe. Et en début de la semaine, le chef de l'État a participé au deuxième sommet conjoint de la SADC-EAC. Regardez. Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Galema Motlante, Catherine Samba et Sahle Work Zewde, tous anciens présidents respectivement du Nigeria, Kenya, d'Afrique du Sud, de la République centrafricaine et de l'Éthiopie, ont été désignés facilitateurs dans la crise sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo dans la partie est du pays en proie à l'agression du Rwanda et de ses supplétifs AFC M23. C'était au cours du deuxième sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette rencontre par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Pour le chef de l'État, il est impératif que tous les engagements qui avaient été pris et ceux issus de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies soient pleinement mis en œuvre, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat et un retrait total, vérifiable et durable de toutes les forces étrangères du territoire de la RDC. Reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a présenté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'objet de sa mission en France et en Belgique où il devait rencontrer ses homologues français et belges pour évoquer les questions sécuritaires dans l'est du pays. Une occasion, a-t-il souligné, de faire aussi le suivi de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a aussi fait le rapport de sa dernière itinérance dans le Grand Katanga où il a sensibilisé la population sur la question de la cohésion et l'unité nationale face à la guerre d'agression. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 37e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, les membres du gouvernement ont procédé à une évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique au pays. Ils ont aussi débattu de plusieurs autres questions telles qu'annoncées
dans le compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. La masculinité positive, ce slogan n'est pas trop connu du public. Certains Quinois interrogés dans la rue ignorent encore l'existence de ces concepts qui sera d'ailleurs célébré pour la toute première fois en RDC demain lundi 31 mars. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a été désigné par ses pairs champion de la masculinité positive. De quoi s'agit-il précisément? Certains experts ont tenté d'apporter plus de lumière. Ils se sont exprimés au micro de Lucie Lavichissenda dans l'unique dossier de ce journal. C'est un mot que j'entends pas si souvent. On entend parler encore aujourd'hui, mais ça m'est un peu étranger. Non, pas vraiment. Non, c'est la première fois. Mais c'est la toute première fois d'entendre parler de la masculinité positive. Donc quand je vois ces mots, ça peut cadrer comme la parité. Que signifie alors la masculinité positive, ce concept peu connu ou peu familier du public? La masculinité positive, c'est l'ensemble des caractéristiques de comportements propres aux hommes qui favorisent ou défendent le droit des femmes. Masculinité positive, c'est fait une approche pour permettre à ce que des inégalités qui ont été perçues dans la société depuis et qui le plus souvent, les hommes sont considérés comme étant les auteurs de ces inégalités, alors l'approche vient plutôt corriger en se disant l'homme et la femme ont tous des droits. Les hommes et les garçons sont invités donc, en mobilisant ces qualités, à s'engager en faveur de l'égalité entre les genres. La promotion d'une masculinité positive est un facteur clé dans l'égalité des sexes. Parce que l'homme reste et demeure le partenaire de la femme. Il n'y a pas un monde pour les hommes et un monde pour les femmes. Et donc, parlons de la masculinité positive lorsque nous avons affaire à des hommes qui accordent de l'espace aux femmes, que ce soit dans les domaines politiques, au niveau monde professionnel, à l'éducation, ainsi de suite. Donc, la masculinité positive, on la qualifie de positive parce qu'elle n'est pas hégémonique, elle n'est pas écrasante. Ceux qui militent pour cette promotion sont appelés champions de la masculinité positive. Le cas du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez qu'il a été président d'abord de l'Union africaine et donc ils ont vu ce qu'il a fait. Il y a eu une conférence ici, c'était en 2021, avec une conférence des chefs d'État et des gouvernements qui sont venus en République démocratique du Congo sur cette question-là de la masculinité positive. Et donc c'est à ce moment-là que lui a été désigné par ses pairs comme champion parce qu'ils ont vu les efforts. Il y a des efforts énormes qui ont été faits dans ce pays depuis que le président de la République est au pouvoir. Vous l'aviez dit vous-même, on a commencé par 11%. Donc ça veut dire qu'avant il y avait même moins que ça. Donc de 11%, on est arrivé à 30% aujourd'hui. Là, c'est dans les institutions. Et c'est même ça aussi, l'égalité des chances, c'est même ça qu'on appelle parité. Donc aujourd'hui, c'est pas un secret, on commence par elle parce que je pense que c'est la plus précédente. Même c'est nouveau et que ça avait commencé plus tôt. On a une première ministre, donc c'est une première dans l'histoire de notre pays. Mais bien avant Mme Judith Suminwa, le président de la République, dès qu'il a accédé au pouvoir, il commence par son cabinet. Donc on avait deux femmes qui étaient directrices adjointes de cabinet, ou on avait une femme directrice adjointe de cabinet. On avait des femmes qui étaient conseillères spéciales, une première femme porte-parole, ça aussi c'était nouveau au sein du cabinet. Je me rappelle en tout cas à l'époque, quand il y avait des discussions pour former le premier gouvernement, quand les parties prenantes envoyaient des listes, moi je me souviens qu'ils renvoyaient les listes pour dire « je veux plus des femmes ». Renvoyez, quand vous renvoyez vos listes, mettez-y les femmes, mettez-y les jeunes. La Suède, un pays modèle de la masculinité positive, soutient l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la valorisation de la femme. En tant que la Suède, notre expérience nous montre que le rôle des hommes dans la promotion de l'égalité de genre est essentiel pour un changement durable. Alors je note que l'initiative de la RDC s'inscrit dans une dynamique mondiale qui encourage les hommes à devenir des alliés, des acteurs du progrès en matière d'égalité. Nous saluons donc ces efforts et sommes prêts à partager l'expérience suédoise ainsi qu'à soutenir la RDC dans ce cheminement. Depuis plus de 10 ans, la Suède soutient les initiatives de promotion de la masculinité positive. Parmi les objectifs de ce projet figure la promotion des opportunités pour les femmes de prendre la place qui leur revient dans la vie politique, communautaire
et commerciale. Le 31 mars marquera désormais la journée de la masculinité positive en RDC. Pourquoi toute une journée à cette cause? Aujourd'hui, à l'Union africaine, quand vous y allez, dès qu'on parle de la masculinité positive, tout le monde voit la RDC, tout le monde voit le président Félix Tshisekedi. Et donc nous, on s'est dit, on prend le lead dans ce pays-ci, on propose cette journée-là. Ce serait une journée, je pense, pour sensibiliser. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Il y a encore beaucoup de sexisme dans nos pays. S'il y a cette journée, et que cette journée va faire réfléchir les gens, comme la journée du 8 mars, et ben on espère que ça va s'étendre dans d'autres pays africains, comme il a été sacré champion. Pour nos jeunes garçons, il faut qu'ils comprennent que chaque homme, au fond, a forcément une femme, chaque homme a forcément une mère, une sœur. Et donc, quand vous aimez votre mère, quand vous aimez votre sœur, quand votre fille, donc tout le monde a envie de voir sa fille aller de l'avant, faire des bonnes études, avoir une chance dans la société. La cellule technique de la masculinité positive est donc invitée à sensibiliser les Congolaises et Congolais sur l'approche de la masculinité positive. La femme maraîchère au centre de toutes les ambitions. C'est autour de ce thème que les femmes maraîchères ont été sensibilisées pour mieux clôturer le mois de mars. Regardez. Partant du thème international, ces femmes ont été sensibilisées autour du thème « La femme maraîchère » au centre de toutes les ambitions par la coordinatrice provinciale au développement rural Angèle Kaba, sous la direction de la présidente de l'UIAFMDK, Florence Nzumba. La femme maraîchère a été interpellée à prendre conscience de son rôle au sein de la société congolaise et ce pour le développement économique du pays. Ambition ezali nini? Qu'est-ce qu'une motivation? C'est le vouloir d'atteindre un objectif bien défini. Occasion saisie par ces femmes de présenter leurs desiderata, parmi lesquels la spoliation de leur terrain. Toutes ces contraintes ont été véhiculées à travers de Seinet devant l'assistance. Nous, les femmes maraîchères, nous devons motiver nos enfants à cultiver la terre. J'ai fait des études, néanmoins, je n'ai pas eu la chance d'avoir un boulot. Aujourd'hui, j'ai un boulot, je combine de Nous devons en fait valoriser ces femmes-là qui se sentent souvent abandonnées, qui se sentent souvent marginalisées. Leur faire savoir qu'elles ont de la place, parce que ce sont elles qui nous nourrissent. La situation de l'Est ne permettant pas à la femme du coin de cultiver la terre, celles de Kinshasa ont témoigné leur solidarité et disent non à cette guerre d'agression injuste. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, ce sujet a fait la une de plusieurs journaux parus. Et cette semaine, Jean-Pierre Dolodé Mazou et Gérest Funge dans cette rubrique rétrospective de la revue de presse reviennent également sur d'autres sujets qui ont dominé la semaine. Regardez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Encore des sanctions contre le Rwanda pour son agression contre la RDC, annonce la prospérité. L'Union européenne demande l'annulation du championnat du monde de cyclisme 2025 prévu en septembre prochain à Kigali. Des condamnations en gestation contre le Rwanda, révèle Jeune Afrique. La France insoumise, à travers son député Carlos Martins Bilongo, veut faire condamner le Rwanda et le 1-23 à l'Assemblée nationale. Une autre condamnation, c'est celle du Sénat américain de Virginie, note le Colibri Presse. Ce dernier réaffirme son soutien à la RDC et condamne fermement l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. L'escalade verbale du général ougandais contre le gouverneur militaire de l'Ituri allume la tension entre l'Ouganda et la RDC, affirme le média Congo.net. Le galonné de l'armée ougandaise a qualifié le général Johnny Luboya de très stupide et promis de l'arrêter. Pas de troupes belges contre le 1-23 à Kindu dans la province du Maniema, démenti de l'ambassade belge de Kinshasa, relayé par 7sur7.cd. Cette présence se justifie par un soutien à la formation de la 31e brigade de réaction rapide des FARDC.
Des violences en Ituri entraînent le déplacement de plus de 100 000 personnes, clame le quotidien. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, ces personnes ont fui les violences armées à Djougou, Irumu et Mambasa. La violence bat son plein en Ituri, alerte des Médecins sans frontières, reprise dans Géopolice Hebdo. L'Organisation mondiale lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux victimes. Une grenade explose et tue 2 personnes à Ouvira, rapporte Info 27.cd. À la base, la tentative d'un militaire ivre d'ouvrir une grenade dans un débit de boisson. Des accrochages entre le 1-23 et les Wazalendo à Kirundu, à environ 10 km du territoire de Walikale. Selon l'objectif, les Wazalendo tentent de reprendre la cité de Walikale afin de contraindre les rebelles à se retirer de la zone comme promis. Pénurie d'eau potable à Irumu en Ituri, en croire dépêche.cd. Plus de 60% des entités sont privées de cette denrée selon la société civile. Cette situation est à la base de plusieurs cas de maladies hydriques. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Pascal Chisso, français le Congolo. La partie technique a été assurée par Didier Diawa Rubens Kumbu. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Komari Kalong, 20h, Bobet et Inga Lissamba. Au revoir.